Dans cette vidéo, nous allons traiter des bioagresseurs des cultures et plus précisément des insectes. Et nous allons nous intéresser aux caractéristiques générales et à la reproduction des insectes. Nous allons commencer tout d'abord par la classification des insectes. Donc il existe plusieurs domaines et nos insectes font partie des eucaryotes en raison de la présence de cellules qui comportent non seulement un noyau, mais également des organites à double membrane. Chez les eucaryotes, il existe plusieurs règnes et nos insectes font partie des animaux pour la bonne et simple raison qu'ils possèdent un système nerveux qui leur permet de se mouvoir. Enfin, chez les animaux, il existe plusieurs embranchements, je vous ai mis quelques exemples, ces embranchements sont très nombreux, et nos insectes font partie des arthropodes en raison de leur exosquelette, un squelette externe, mais également des appendices articulés que sont les pattes, et également un corps segmenté. Chez les arthropodes, il va exister plusieurs classes. Alors on a les myriapodes, qui sont donc des arthropodes qui possèdent un grand nombre de pattes, plus précisément une paire ou deux paires par segment. C'est ce qu'on appelle également les mille pattes. On a les arachnides qui possèdent 4 paires de pattes, un corps en 2 parties. Les crustacés qui sont presque tous aquatiques à l'exception du cloporte qui possède pour beaucoup d'entre eux 5 paires de pattes et parfois un exosquelette plutôt calcaire. Et enfin, nous avons la classe des insectes qui nous concerne avec quelques caractéristiques suivantes, notamment un corps en 3 parties, 3 paires de pattes, des yeux composés. On détaillera ça un petit peu plus tard, évidemment. Donc à la suite de cette classe, on va retrouver plusieurs ordres qui sont compris chez les insectes, dans la classe des insectes. La plupart de ces ordres se terminent par ptère, qui signifie aile. Et donc on va retrouver les coléoptères, les diptères, les hyménoptères, etc. On va retrouver ensuite les familles, par exemple la famille des coccinellidés, qui est la famille des coccinelles, la famille des apidés, qui sont celles des abeilles, les pyralidés, celles des pyrales, les aphilidés, c'est les pucerons, etc. Il y a un très grand nombre de familles. Enfin, j'ai mis un exemple pour le genre et l'espèce, Mysus persicae. On se rappelle bien que le genre prend toujours une majuscule, contrairement à l'espèce qui commence toujours par une minuscule. Ici, Mysus persicae, c'est le puceron vert. Voyons maintenant l'organisation d'un insecte en détail, en précisant un petit peu ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc un corps segmenté et 3 parties, la tête, le thorax et enfin l'abdomen. On a également des mandibules qui sont de forme, je dirais, variée en fonction du régime alimentaire. On va avoir des appareils buccaux spécifiques. Mais également donc les yeux composés, c'est ce qu'on appelle aussi des yeux à facettes. Enfin, les 3 paires de pattes qui sont rattachées sur la partie inférieure du thorax. Donc des pattes évidemment articulées, qui est une caractéristique des arthropodes. Et enfin, les fameux segments, alors parfois qui ne sont pas visibles sur l'insecte, parce que la paire d'ailes cache ces segments. Il suffit de retourner l'insecte pour pouvoir se rendre compte de ces segments. Comment se passe la croissance des insectes? Il y a un problème posé, c'est celui de l'exosquelette, donc le squelette externe, qui interdit une croissance en continu, comme celle qui est présentée en dessous et qu'on retrouverait sur un animal à squelette interne. Ça, c'est pas la croissance des insectes. Pour cette croissance, il va y avoir plusieurs hormones qui vont jouer un rôle. L'hormone juvénile, l'ecdysone, et ça permettra donc de déclencher ce qu'on appelle des mues, c'est-à-dire que l'insecte va se séparer de son ancien exosquelette qu'on appelle l'exuvie. Donc, pendant un certain laps de temps, un stade larvaire, on va avoir l'hormone juvénile qui va maintenir l'insecte dans cette configuration juvénile, justement, et qui va lui permettre de rester enfermé dans cet exosquelette. Au moment opportun, l'ecdysone va pouvoir déclencher la mue, et donc on aura donc cette mue avec cette séparation avec l'exuvie, et donc une croissance qui se fera voilà, en un palier. Puis l'hormone juvénile reprend son rôle et maintient l'insecte
hein, au niveau du stade larvaire, hein, puisqu'on parle vraiment de ces stades-là, dans son exosquelette jusqu'au moment où l'ecdysone prend le relais. Et donc, comme ça, on va avoir une croissance en escalier, en fait, et pas simplement avec une courbe bien droite. Il existe plusieurs stratégies de développement. À partir de l'éclosion ou de la naissance, alors l'éclosion, c'est évidemment quand c'est sortir d'un œuf, sachant que ce ne sont pas les seuls cas, il y a quelques exemples de viviparité où en fait il n'y a pas d'œuf. Hein, par exemple, le jeune puceron va sortir directement du puceron femelle mère, entre guillemets. Donc on a d'abord les hétérométaboles, qui vont subir plusieurs mues larvaires pendant leur stade larvaire. Enfin, on va avoir ce qu'on appelle une mue imaginale, c'est-à-dire une mue un petit peu différente des autres, qui est assez rapide cependant, avec un stade imago. Donc évidemment, ce sont les insectes qui ont très peu de différence entre le stade larvaire et le stade imago. Le stade imago, c'est évidemment le stade adulte, alors que le stade larvaire, c'est le stade juvénile. Et donc en fait, le jeune et l'adulte se ressemblent fortement, d'ailleurs souvent le même milieu, la même alimentation. Donc ces hétérométaboles, c'est par exemple les pucerons, mais également aussi les punaises. Voilà. Il existe un autre type de développement qui est cette fois une métamorphose qui va être complète. Le jeune ne va pas ressembler à l'adulte. Alors on a notre stade larvaire, rythmé par les différentes mues, hein, voilà. Et puis on a une mue nymphale, avec un stade nymphal. Alors ce stade nymphal correspond à une inactivité totale de l'insecte par rapport au milieu extérieur et en réalité il se passe beaucoup de transformations tout simplement pour passer au stade imago plus tard l'insecte est fort différent du stade larvaire. Et donc il y a ce stade nymphal. Parfois d'ailleurs la nymphose peut se faire dans le sol hein, pour certains insectes. Et donc, on a enfin une mue imaginale qui va nous permettre d'obtenir l'imago. Donc, dans le cas des holométaboles, avec cette métamorphose complète, on va avoir de très très grosses différences entre l'imago et la larve, avec souvent donc des milieux de vie différents et une alimentation différente. Par exemple, c'est le cas des coléoptères, hein, mais également des lépidoptères, c'est-à-dire des papillons, où effectivement on voit bien qu'entre une chenille et un papillon adulte, on a quand même d'énormes différences. C'est le cas aussi des coléoptères, évidemment, mais également des hyménoptères. Prenons l'exemple de l'histoire de vie du puceron. Puceron qui est un hétérométabole où l'adulte, magot, et la larve se ressemblent beaucoup. La seule différence réside dans la taille qui est plus petite sur la larve que sur l'adulte. Donc tout commence avec une éclosion d'un œuf hivernal qui est issu d'une reproduction sexuée qui s'est faite à l'automne. Donc sort de cet œuf un puceron femelle qui est aptère, c'est-à-dire qu'il ne possède pas d'aile. Ce puceron femelle va être capable d'engendrer de nouveaux pucerons femelles sans aucun besoin d'un partenaire. C'est une reproduction asexuée, c'est la parthénogenèse. Et donc, ces pucerons femelles, qui sont évidemment de plus en plus nombreux, puisque cette parthénogenèse est extrêmement efficace, au bout d'un moment, risquent de se retrouver un petit peu à l'étroit sur leurs plantes, puisque forcément, ils n'ont pas d'ailes, donc ils ne peuvent pas vraiment beaucoup se déplacer. Donc, de temps en temps, on aura des générations de pucerons toujours femelles, mais qui seront ailés et qui vont permettre de coloniser de nouvelles plantes. Donc ça va se passer pendant toute la période où les plantes ont une sève élaborée qui contient suffisamment de nutriments pour pouvoir alimenter les pucerons. Et donc, ces pucerons vont parasiter, en tant qu'ectoparasites, les végétaux en les piquant avec leur rostre. Donc ça se passe tout l'été, en tout cas jusqu'au moment où la plante arrivera au stade de sénescence. À l'automne, est déclenché par la baisse des températures, également la diminution de la durée du jour. Une nouvelle génération voit le jour, toujours issue de ces pucerons femelles aptères. Hein. Ce sont des pucerons qui sont cette fois ailés et desquels on va retrouver des mâles et des femelles. Et ces pucerons ailés
auront la particularité évidemment de pouvoir se déplacer beaucoup plus loin et donc de permettre des brassages génétiques entre populations de pucerons différentes. Alors ça c'est très intéressant puisqu'il faut bien se dire qu'avec la reproduction asexuée, dont a fait preuve notre puceron aptère femelle, on va avoir une diversité génétique qui est extrêmement faible. Ils se ressemblent tous parce qu'ils ont tous le même patrimoine génétique. Avec ces pucerons mâles et femelles ailés, et avec la possibilité de faire une reproduction sexuée à ce moment-là, on va avoir donc une diversité génétique qui va augmenter. Et donc, ces pucerons ailés, alors évidemment pas forcément ceux qui sont issus du puceron femelle aptère, hein, mais ça peut être avec ceux d'autres populations, vont permettre la ponte d'un œuf hivernal qui passera donc tout l'hiver et qui sera issu de cette reproduction sexuée. Donc on rappelle, hein, la reproduction asexuée ici s'appelle la parthénogénèse. Par contre ici on va avoir une reproduction sexuée. Et cette particularité de ce cycle qui alterne à la fois reproduction asexuée et reproduction sexuée a un double avantage. Le premier, celui de la reproduction asexuée, c'est de pouvoir avoir un effectif qui augmente de façon exponentielle, tandis que la reproduction sexuée assure une diversité génétique qui permet donc aux pucerons, et en tout cas aux populations, de s'adapter.